Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Romain Plagnard et je suis déjà morte de rire à l'idée de commencer cette interview parce que je pense qu'on va passer un bon moment. On vous a prévu une manière de vivre cette discussion de manière voilà, originale. Et on va avoir une petite discussion avec un des outils que Romain utilise particulièrement dans son métier. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, Romain, le mieux, c'est que tu nous expliques ce que tu fais et que tu l'expliques comme si tu pitchais ce que tu fais à un enfant de 7 ans pour qu'on comprenne bien. Je suis entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Ce que je te le pitch à un enfant de 7 ans, si je devais qualifier, je suis entrepreneur. Pourquoi? Alors, c'est facile de dire entrepreneur parce que j'ai une activité sur Internet, certes, mais pas que, j'ai aussi une boîte à côté. Et donc, forcément, j'ai plusieurs activités. Donc, je peux me qualifier pour le coup d'entrepreneur parce que je suis multicasquette. Donc, si je devais le pitcher à un enfant de 7 ans, je dirais que je suis entrepreneur, ce qui est vrai. Et globalement, je suis, pour faire simple et pas rentrer trop loin de détail non plus, mais ça fait plus de 20 ans que je suis sur le web, 25 ans malheureusement déjà. Et j'ai commencé à travailler dans le web à l'époque des startups. Ça m'avait beaucoup attiré, animé. C'est comme ça que j'ai connu Internet. Ça se développait, ça se démocratisait à cette époque-là. Et puis, le nombre d'années a fait que j'ai développé mon activité sur le web jusqu'en 2020 à peu près, où là, pour le coup, je suis devenu plus coach business. Donc, j'accompagne les entrepreneurs sur le web à développer leur activité. Ça m'a passionné parce que ça m'a passionné d'enseigner ma pédagogie. Et en parallèle, j'ai eu une opportunité aussi de racheter une boîte qui existait, mais une boîte en dur, qui n'a rien à voir avec l'infoprenariat. Et donc, j'ai fait cette acquisition entre-temps. Donc, si aujourd'hui, je suis de manière entrepreneur globale, mais j'ai une casquette de business coach sur la partie web et une casquette d'entrepreneur pour driver une petite équipe que j'ai avec un atelier, une entreprise en dur, etc. Donc voilà. Ok, je ferai écouter ça à un enfant de 7 ans et si je le vois bugger. Entrepreneur, il devrait comprendre. Après, c'est peut-être dans le détail, je ne sais pas s'il va comprendre Ouais, ouais. précisément, mais Écoute, voilà, je faire prendrai un simple. dico et puis ça ira bien. Oui, c'est bien. D'ailleurs, c'est un, oui, voie de... espèce en voie de disparition, le dictionnaire, mais oui. Ok, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est justement l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est devenu, comment ça a évolué ces dernières années, qu'est-ce Mm. qu'on peut encore en faire et comment on peut, on va dire, sortir notre épingle du jeu dans cette jungle du web. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin de manière rigolote sur qui tu es et si justement tu avais un personnage de fiction qui te représente le mieux en tant qu'entrepreneur, ce serait qui et pourquoi? Sacrée question. Je suis pas un grand cinéphile, donc là-dessus, ça va être difficile peut-être de te sortir un personnage qui m'inspire. BD, fiction, c'est ce que tu veux, hein, ça peut être Astérix, Obélix, comme tu le sens, en fait. Non, non, je vais pas te sortir. Est-ce que je peux sortir du cadre de fiction? Ah, mais tu peux. Ok. Je vais te citer un entrepreneur qui m'inspire et que je connais, j'ai eu la chance de connaître il y a très très longtemps et qui aujourd'hui est très connu. Mmh. Je vais le citer parce que j'aime beaucoup, c'est Éric Larchevêque. Éric OK. Larchevêque, il a été popularisé par l'émission Qui va être mon associé. Mais moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Indirectement, je bossais pour sa boîte, parce qu'il a monté une boîte sur Internet. Et j'ai appris à le connaître dans différentes réunions de webmasters qu'on faisait à l'époque. Et c'est quelqu'un qui est très inspirant pour moi parce que son parcours, enfin, je l'ai connu dans le début, vraiment le début. En plus, il explique dans son livre. Et jusqu'à maintenant, où je le vois à la télé, c'est marrant. Et donc ça, pour le coup, c'est pas un personnage de fiction, c'est un vrai entrepreneur qui a Mmh. su bâtir par son intellect beaucoup de choses et tout ce qui touchait, enfin tout ce qu'il a touché, il a réussi à en faire presque de l'or. Aujourd'hui, il est là où il est. Mais j'aime beaucoup. Donc, si je devais m'inspirer de quelqu'un, je dirais que c'est Eric Larchevêque. Alors, à la base, la question, c'était quand Oui. même le personnage qui te représente le plus. Et si c'était, on va dire, un personnage de fiction, mais qui doit te représenter dans ce que tu es, dans qui tu es, en fait, de manière enfin, personnelle, enfin, pas forcément professionnelle. Ce serait Allez, qui un personnage de fiction, par exemple, que tu apprécies particulièrement ou qui pourrait te... allez, je vais dire bateau, mais ça représente perso et pro. Ce serait les Spider-Man. Spider-Man, il sauve les gens, il est bienveillant à ce niveau-là. Et en plus, il est un peu dans l'ombre, tu vois, il veut pas trop se montrer avec son déguisement. Et Ouais, moi, si je devais imager, je dis bien imager, je pense que je prendrais ce personnage-là qui me représente aussi bien perso que pro. ok, chouette. Ouais. Quelle erreur épique t'a appris une leçon que tu ne trouves dans aucun bouquin de business? Oh, en fait, à vrai dire,
enfin, personnellement, moi, commencé l'entrepreneuriat et j'avais jamais lu un seul bouquin sur le business, sur quoi que ce soit. J'ai mis d'ailleurs très très longtemps, franchement, j'ai mis très très longtemps à lire des livres là-dessus, hein. Parce Je que pense tu que sais pas lire ou parce que tu avais pas envie? parce que je sais pas lire et pas écrire. Non, parce que en fait, si tu veux, enfin, il y a un monde quand même. Aujourd'hui, on est très dans dev perso, tout le monde écrit un livre, tout le monde a écrit plein de bouquins, tout le monde a recommandé des bouquins ancestrales. C'est très bien, et tu as des livres qui existent depuis des décennies. Sauf qu'à l'époque, quand j'ai démarré en 2000, c'était pas la culture d'aller te former, lire 50 000 bouquins et tu démarres. C'était vraiment, vas-y, remonte les manches, fais des erreurs, crée ton site, parce que comme tu peux, il n'y a pas beaucoup de forums qui t'expliquent. Vas-y, monte ton business et fais des erreurs. Et donc, en fait, en faisant ça, moi, je suis un peu de cette école-là. Est-ce que c'est la Mhm. meilleure? J'en sais rien, mais je crois beaucoup à échouer pour réussir. Donc en fait, j'étais pas vraiment sur la culture du livre. Donc livre business, j'en ai pas vraiment lu, pas vraiment côtoyé. Et c'est sur le tard, ouais, même très longtemps après, que j'ai commencé à en lire quelques-uns. Mais et tu peux me rappeler la question? C'était quelle erreur épique? Tu as appris une leçon que tu ne trouves dans aucun bouquin de business. Epic, je sais pas si c'est enseigné un bouquin, je pense que globalement il l'enseigne quand même, mais c'est un peu mon erreur, du coup, issue à l'époque, c'est de foncer tête baissée sans vraiment avoir de plan. Et en fait, quand tu te plantes une fois, c'est bien l'échec, on dit effectivement c'est après la clé de la réussite, sauf que quand tu te plantes 50 fois d'affilée, à un moment donné, il faut quand même essayer de corriger le tir. Et peut-être de foncer tête baissée sans avoir de vision, d'objectif précis, fait que comme je me suis perdu pendant longtemps sur des choses, j'ai perdu du temps, mais ce serait plus Hmm. là-dessus. Ok. Et enfin, ton outil ou astuce préférée qui te donne l'impression de tricher dans le jeu du web. Oh, bah, on va pas se mentir, ça va être l'IA quand même. Bah oui. L'IA, Quand même. je pense que Ouais. oui, puis elle sert à tout le monde et c'est vrai que c'est un game changer. Et ce serait quoi, toi, l'IA, l'outil IA qui te donne le plus voilà, l'impression de changer Euh, le game, tu vois? alors, De si tu veux, changer. l'IA aujourd'hui, il y en a tellement sur le marché Mm. que moi j'ai du mal à prendre des fois des décisions. Et si tu me proposes 50 outils, je vais passer, je pense, 3 semaines à choisir le bon outil. Donc je suis parti sur un seul, c'est ChatGPT. C'est le basico-basique, mais quand même aujourd'hui dans la course des mastodontes IA, Euh, l'IA s'améliore, donc ChatGPT fait en sorte d'être plutôt bon, même s'il y a quelques erreurs quand même. Donc c'est ChatGPT. Je reste basique, mais parce qu'il y a trop d'outils pour tout faire et tout et n'importe quoi. Donc au Oui, final, ChatGPT, c'est celui qui m'accompagne tous les jours. ok, ça roule. Bah, ça tombe bien. Tu en as fait ton métier aujourd'hui. Enfin, tu t'es Tout à fait. spécialisé dans l'IA, en fait, pour Oui, les solopreneurs. oui. D'ailleurs, on mettra en lien justement dans la description de cet épisode bah, pour s'inscrire à ta newsletter où tu partages des Hmm. super pépites Ouais, je sais. concernant l'utilisation, les prompts pour utiliser l'IA. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de cette Ah, interview. Donc, l'idée, en fait, c'est on s'est dit avec Romain qu'on allait demander à ChatGPT de nous poser les questions et on va les découvrir au fur et à mesure et on va complètement improviser sur les différents sujets et questions qu'il va nous poser. De cette manière-là, se poser véritablement des questions et demander aussi à toi, Romain, te demander, vu que tu as beaucoup de recul sur le milieu de l'infoprenariat, hmm. ben, qu'est-ce qui se passe, comment on y va, voilà, quels sont les enjeux, etc. Ok. T'es ready? Yes. Super. Je suis prêt à jouer les journalistes pour cette interview. On va explorer les coulisses de l'infoprenariat, entre rêve et réalité. Voici la première question pour lancer l'échange. Pour vous, pourquoi l'infoprenariat est devenu un Eldorado pour tant de personnes ces dernières années? Est-ce une question d'argent, de liberté ou une illusion bien vendue? J'apporte ma réponse. Tu veux l'apporter aussi, la tienne? Ouais, ben, on peut discuter là-dessus, en fait. Ok, on peut discuter là-dessus. Je pense que nos points de vue respectifs peuvent être intéressants. Aujourd'hui, en fait, l'infoprenariat, euh, en fait, c'est pareil, je vais toujours comparer avec avant, mais j'ai connu quand même l'évolution du web et sur ces dernières années, c'est vrai que ça a terriblement explosé et ça évolue très très vite. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même ce qui est vendu dans l'infoprenariat, il y a la facilité. Enfin, c'est le mot qui revient parce qu'en fait, après, on voit souvent, d'un point de vue utilisateur, tu vas avoir des publicités sur le marketing autour de l'infoprenariat. C'est l'accessibilité, la facilité. C'est ce qui est vendu en tout cas. On y Mm, reviendra, je pense, plus tard, mais la réalité du terrain est quand même un peu différente. Mais ce que je trouve mm, vachement bien aujourd'hui, c'est quand même par rapport à avant, c'est que moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est en fait, on est tous sur la même ligne de départ. Que tu mm, aies 18 piges ou 70 piges, c'est pareil. Et en fait, de te servir de ce qu'il y a sur Internet, tu peux évoluer très vite
comme tu peux aussi t'y perdre. Et c'est ça un peu la magie d'Internet. Maintenant, l'infoprenariat, c'est pas non plus facile, c'est pas un coup de baguette magique et demain t'es riche. Donc il y a quand même le côté facile qui est vendu, côté paillette aussi, attention. Et ça, tu vois, pour le coup, ce serait un peu le côté à faire attention. Enfin, je pense à, à se méfier quand même, parce que qu'est-ce qui est facile aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, Mm. voilà ce que je peux dire là-dessus. Yes. Bah, il y a ce côté, l'infoprenariat est devenu un Eldorado, en fait, parce qu'il y a cette, question qui revient toujours et que, ben, nous aussi, on prône auprès de nos clients, c'est, bah, plutôt que de répéter, inlassablement les mêmes choses aux personnes qu'on voit, en direct, donc ça peut être du coaching one to one ou alors des coachings, par exemple de groupe, imaginons. Mais malgré tout, si tu l'infoprenariat, pour moi, la base, c'est vraiment ce côté, j'enregistre les informations et je vais les réutiliser plus tard, en fait, que ce soit du contenu de formation ou du contenu de marketing. C'est l'intérêt de mettre ça en place. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça. Ouais, Enfin, c'est ça, hein. C'est ton regard là-dessus ou pas, déjà? non, enfin, oui, c'est mon regard parce que ça, c'est dans la praticité. L'infoprenariat permet effectivement de mettre en place quelque chose de digital assez facilement, c'est clair. Tu peux enregistrer des cours, ce que tu veux, des vidéos, etc. Tu mets à disposition de tes clients et tu vends ça X centaines de fois ou milliers de fois. Ça, c'est dans les faits. Mais si tu veux, à la base, je mettrais l'infoprenariat en avant dans le sens en disant que aujourd'hui, c'est quand même bien vendu parce que je pense qu'aussi, depuis, c'est vrai, il y a eu un déclenchement aussi du Covid. À l'époque du Covid, c'était encore le plan-plan CDI bien caché, qui allait bien, tu étais dans une boîte, tu étais tranquille toute ta life. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que quand même, il y avait une possibilité de faire autre chose que ça, tourner un peu dans ce qu'on appelle la rat race. Et au final, bah, l'ouverture d'esprit fait que les gens sont tournés vers ça. Donc l'infoprenariat, ça a ce côté facile, digitalisé, automatisé, en fait, tu tournes un cours et après tu le vends plusieurs fois, ça c'est bien. Mais ça reste quand même infoprenariat égale entrepreneur derrière. Donc il y a quand même aussi des choses à mettre en place et, euh, et savoir que tout n'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Oui, tout beau, tout rose et puis surtout, comme tu dis, il faut avoir une vraie posture entrepreneuriale. C'est-à-dire que Mm. c'est pas parce que, par exemple, tu as dépassé un burn-out pour toi-même que Mm. tu as toutes les clés et que tu vas pouvoir les enseigner, en fait, de manière avec le recul nécessaire et avec les bonnes actions à mener pour la personne et avoir pris en compte, en fait, le fait que, beh, il y ait des personnes qui fonctionnent pas comme toi, en fait, et la manière dont tu as géré, par exemple, un burn-out ou je ne sais quelle autre difficulté n'est pas forcément la bonne. On commence à s'étaler un petit peu, parce que ce sujet est Tout à fait. inspirant. Mais Tout à du coup, fait. voilà, pourquoi c'est devenu un Eldorado? Je pense qu'on peut résumer sur le fait que, ben voilà, il y a ce côté, je ne vends plus mon temps puisque j'enregistre des choses. Et ce Mais côté entre, accessible, ce et ce côté côté accessible, mais entre à rêve et, tous. et réalité, voilà, comme tu l'as Mm. dit, parfois, ben, on se heurte à quelques difficultés. Allez, on va Oui. taper go, Allez, voir on ce y qu'il va va. nous dire d'autre. Quelle question il va nous poser? Il est un peu long là en plus. Ah si. Il est fatigué. Il n'a pas pris son goûter encore. À quel moment, selon vous, l'infoprenariat bascule de l'Eldorado au calvaire pour beaucoup de créateurs? Qu'est-ce qui coince? La technique, la solitude, les ventes, la pression de produire en continu. C'est quoi que tu retrouves le plus souvent, toi, auprès de tes clients, la problématique première? Alors, la première problématique, je pense pour tout le monde, enfin, tous ceux qui sont basés en France, c'est quand tu remplis la déclaration d'URSSAF. Déjà là, tu te dis, ouf, c'est un peu compliqué. Que tu as des impôts qui viennent t'envoyer un premier courrier alors que tu n'as même pas commencé, tu te dis, ils sont déjà au courant. Ça, c'est déjà le premier truc qui peut faire peur. Euh, après, globalement, dans la manière de faire, euh, c'est vrai que quand les gens se lancent, rapidement, ils sont confrontés au fait que ils doivent, enfin, ils sont conscients, je pense, qu'ils doivent faire beaucoup de choses, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent faire énormément de choses. Je prends l'exemple d'un infopreneur. Tout à l'heure, on parlait de vendre des formations autres, mais l'infopreneur, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il crée du contenu, créer ses formations, créer des pages de vente, faire du marketing, de l'acquisition. Enfin, il y a tout un panel de choses, je ne vais pas toutes les citer. Et dès qu'il se rend compte qu'il y a toutes ces casquettes-là à avoir, je pense qu'à ce moment-là, si tu n'as pas les reins assez solides, la tête bien sur les épaules, ça peut faire peur. Et donc, ça peut être un point de friction déjà Mm. quand tu rentres dans le monde de l'infopreneur ou de l'entrepreneur que tu ne connais pas. Donc, ça, c'est pour moi la première barrière, hormis les impôts URSSAF, qui fait que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, ça, c'est la, le fantasme de l'Eldorado prend un coup quand tu vois effectivement, parfois, je pense, la montagne de travail qu'il y a derrière. Ça Mm. peut être vraiment quelque chose je ne vais pas dire un calvaire, mais qui quand même commence à mettre des freins dans Mm. ce fameux Eldorado qu'on peut percevoir. Carrément.
Bah, moi, en ce qui me concerne, c'est en premier la technique. Moi, c'est ce que j'entends en premier et tout le temps. C'est-à-dire que les personnes, qu'on accompagne notamment sont souvent des formateurs ou des coachs ou des thérapeutes, tu vois, qui ont l'habitude d'échanger en one to one avec les personnes, qui ont une expertise, qui veulent déjà aussi qui ont une grande générosité, qui veulent transmettre beaucoup de choses. C'est ça, c'est le problème, on va dire le deuxième problème, mais c'est leur premier problème finalement. Parce Mmh. qu'il y a tellement de choses qu'ils veulent sortir, qu'ils veulent, illustrer, mettre en scène, et cetera, donc rien que pour la création de formation, mais pareil pour le marketing, que finalement ensuite c'est avec quel outil je vais le faire, de Mmh. quelle manière, quelle est la manière la plus simple, la plus facile, la plus rapide, mais qui va pas me faire rogner sur la qualité de mon contenu. Donc moi, en ce qui me concerne, bon, bah, évidemment, je plus sois et je partage tout ce que tu as dit, mais la technique, est quelque chose qui revient le Ouais, plus. c'est vrai. Je valide aussi. Allez, go! On y va. Une autre question, s'il te C'est parti. plaît. Vous accompagnez des coachs, formateurs et thérapeutes dans leur digitalisation. Quelle est la plus grosse désillusion qu'ils rencontrent quand ils se lancent? Et comment vous les aidez à retomber amoureux de leur métier malgré les galères? Eh ben, je vais justement, faire le pont avec, vu que je ne l'ai pas dit juste avant, mais la technique. Mmh. Parce que la technique, pour moi, c'est effectivement au début, la question de tout à l'heure, c'était quand même la diversité, des actions à faire qui quand même, mettent, un petit coup au moral. Et là, pour le coup, ce qui va, la grosse désillusion, c'est effectivement de trouver le bon système et se rendre compte que, bah, c'est technique, enfin, parfois technique quand même, et tout ça, ils ne l'avaient pas pensé. Tu l'as dit il y a 2 secondes, c'est les gens qui veulent transmettre leur savoir, ils ont une envie, hein, absolument d'y aller. Mais dès qu'ils se rendent compte qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, trouver la bonne solution, créer l'écosystème, donc la technique, ça peut être effectivement une désillusion et ça peut en freiner plus un. Ça, c'est vrai que je pense que c'est une vraie barrière. Mais barrière qui n'est pas justifiée selon moi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils assez simples, hein, il faut le dire. Mmh. Mais il faut juste en fait accepter d'aller voir un petit peu comment se passe ta technique, même si c'est pas votre délire, c'est d'aller au moins voir comment ça se passe, parce qu'il y a tellement de tutos, il y a tellement de vidéos et tellement de choses aujourd'hui. Je t'assure qu'il y a 25 ans en arrière, c'était pas comme ça du tout, hein. Donc, Bah, il y a même, 8 ans, moi, quand j'ai commencé, l'entrepreneuriat, enfin, je veux dire, héberger sa formation, la vendre, et mm, cetera. Tu avais plein d'outils à connecter entre eux. ouais, Maintenant, tu as beaucoup d'outils où tu rentres ton adresse mail, tu payes un truc et puis tu as genre ouais, System.io, tu as voilà, tu à peu près tout ce qu'il te faut c'est vrai. pour faire, ou Learnybox ou ce genre de plateforme. Mm, Mais ouais, moi, je veux te dire, j'ai eu un coup de sang quand je me suis dit: «Ah oui, mais il faut» j'ai fait la liste de tout ce qu'il me fallait. J'ai fait: «Ah mais d'accord». Et pourtant, ça me paraît pas fou de prime abord parce que j'aime bien les outils, informatiques. Mais je mhm, me dis quelqu'un qui n'est pas du tout, là-dedans, ben, voilà, ça peut paraître, ben, repoussant de prime abord. ouais, Et alors pour les faire retomber amoureux, moi je trouve que la meilleure chose à faire et enfin, je trouve que c'est pas toujours fait dans les formations, techniques en fait, sur lesquelles j'ai déjà, que j'ai déjà suivies. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire vraiment dans nos formations, c'est vraiment de décomposer les premières actions, mais en baby step, quoi. C'est-à-dire ouais, que, hop, j'y vais faire ça et d'avoir ce qu'on appelle aussi en formation les quick wins. C'est-à-dire que mm, la personne va facilement et rapidement obtenir, des résultats sur une ouais, petite action, mais qu'elle puisse se dire au moins: «Bah, je sais et je peux le faire», tu vois? ouais. Et d'y aller crescendo de cette manière-là. Ouais, c'est gratifiant pour la personne, donc elle Mmh. se rend compte que des petites actions qu'elle a faites, bah, du coup, elle a un retour, on va dire, sur investissement assez rapidement. Donc effectivement, ça gratifie et ça permet d'appréhender un peu plus la fameuse technique qui aujourd'hui, quand même, comme tu l'as dit, il y a des outils qui sont quand même assez faciles à prendre en main. Donc là-dessus, je dirais que c'est plus Mmh. facile aujourd'hui, effectivement, qu'il y a quelques années en arrière. Oui. Mm. Mais du coup, comme tu as le choix, il y a beaucoup plus de Ouais. choix aussi. Ah oui. Elle vient de là aussi la difficulté. La difficulté, c'est que quand tu fais une formation, enfin quand tu proposes une formation, en tout cas là je m'adresse aux personnes qui accompagnent des gens, à se lancer dans ce métier, c'est d'expliquer, enfin de faire le choix pour les clients en fait. Parce que on arrive dans une formation, si on nous dit, ben voilà, tu peux utiliser 60 outils, Ouais. super, merci. Et ben écoute, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne sais pas. Et du coup, bah, c'est ça qui, je trouve, qui crée aussi les hésitations, la procrastination et du coup, ben, le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est Ouais. que ben, justement, le choix des multiples outils, des multiples tâches qu'il y a à faire, et ben, en fait, il n'est pas facilité. Parce que la personne, elle se retrouve un peu comme une poule devant un couteau à se dire, mais sur quoi je vais là? C'est vrai. Tu vois? Et pareil tu dois avoir la même chose pour l'IA, non? Des personnes qui Ouais. savent pas.
pour Sur, le sur coup. l'IA, mais en fait, si tu veux, si je t'écoute, c'est vrai que ça, tu as le problème pour tout. Moi, je peux sortir du cadre boulot, je veux dire que devant Netflix, je vais mettre 8 heures pour choisir un film parce qu'il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Donc, c'est un peu pareil finalement. Là, l'IA, oui, l'IA, moi, je conseille un outil et je vais sur un seul, comme ça, c'est plus pratique, plus simple, parce que si je commence à conseiller 50 trucs, je perds les gens. Et après, dans les outils, c'est vrai qu'il faut sortir, désacraliser quand même le côté, encore une fois, technique, parce que dès qu'on parle technique, ça peut en rebuter certains. Essaie de choisir un outil. Et ce que je dis aussi à mes clients, c'est que l'outil que tu choisis, ça va être ton outil de travail. Donc, faut te sentir bien. Si tu commences à choisir un outil parce qu'on t'a dit qu'il fallait prendre celui-là, j'entends, parce qu'il répond à tes demandes peut-être, mais il faut se sentir bien dans l'espace dans lequel tu es. Donc, il y a entre la diversité des outils et en plus d'en choisir un qui te convient sur le moyen long terme, ça met quelques barrières effectivement avant de Mm. se lancer. Mais il faut aussi se lancer et quitte à changer d'outil même plus tard, même si c'est un gros déménagement, c'est pas grave, mais au moins il faut le faire. Parce que sinon tu procrastines et tu fais un. Ah oui, Eh oui, ça, je suis complètement d'accord. J'en ai vu plus d'un le faire. Allez, oui. vas-y, Chacha, pose-moi une Allez, autre d'accord. question. Allez, vas-y. Le marché de la formation en ligne est de plus en plus saturé. Est-ce encore possible de sortir du lot sans faire le clown sur TikTok ou vendre son âme à l'algorithme? Spoiler, on imagine que oui. Mais comment? C'est une bonne question. C'est vrai que non, mais le côté se trémousser sur TikTok ou Instagram, etc., pour aller quémander de l'audience et ensuite devenir influenceur et vendre son truc. Euh, c'est vrai que alors déjà, je dirais que le marché de la formation en ligne n'est pas forcément saturé. Ça dépend de quel point de vue on a là-dessus, mais c'est pas vraiment saturé. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut se sortir du lot pour que ça fonctionne et pour attirer des gens. Mais sortir du lot, ça veut dire quoi? Tu veux attirer 100 personnes, des millions de personnes, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe derrière aussi. Mm. Globalement, sans faire le clown sur TikTok, même sans faire le clown, tu peux déjà faire des vidéos sympas sur TikTok, Instagram ou YouTube Short. Mais sans faire ça, enfin, personnellement, je suis de l'école de, bah, tu crées basiquement parlant de la publicité, tu emmènes les gens dans ton écosystème et après tu leur vends ta formation. Donc, t'as pas besoin de faire le clown sur TikTok. Ça se fait. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Ça se Mm. fait. Après, tu peux être blogueur et aimer écrire des articles et attirer des gens avec le SEO, donc le référencement. Ils rentrent dans ta liste et ensuite tu peux leur vendre quelque chose. Je pense qu'il y a multiples façons de le faire. Aujourd'hui, on voit que le côté influenceur ou faire le clown sur TikTok parce que c'est ce qui fonctionne, c'est ce qu'on voit aussi. Mais il n'y a pas que ça. Donc je dirais que globalement la pub, ça marche encore très bien. Ou alors Mhm. effectivement créer du contenu, type blog par exemple, et capitaliser sur le fait d'avoir des prospects et des clients ensuite. T'en penses quoi Ouais. toi? Eh bien, écoute, complètement, et je rajouterais quelque chose par rapport au contenu, Oui. justement parce qu'il y a l'histoire de clown sur TikTok, et ça, je l'entends souvent de la part de notre audience, de personnes qui disent, ouais, tout a été dit, j'ai l'impression que pour me faire remarquer, ben voilà, va falloir que je fasse des choses où je suis pas forcément alignée avec ça. Ouais, Et bah, j'ai fait un épisode justement, un des derniers épisodes que j'ai enregistré, c'est justement comment faire un marketing qui résonne dans le cœur des personnes, en fait. d'accord. Pas pour vendre, pas pour être aimé de tout le monde, pas pour faire joli, pas, enfin tu vois, mais Mm. vraiment ce côté résonance. Et pour moi, en fait, je pense que c'est vraiment l'avenir du marketing et d'Internet, en fait, et où il va y avoir vraiment un tri entre les personnes qui sont professionnelles, déjà, qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont une vraie Mm. expertise à partager. Déjà, je pense que là, on est en plein dedans et ça va être de plus en plus remarqué. En tout cas, j'espère. C'est Oui. mon vœu pieux par rapport à Internet. Et puis, ce côté résonance, c'est-à-dire quand je communique, oui, il y a évidemment du copywriting, des stratégies marketing à mettre en avant, mais au-delà de ça, je trouve que rentrer en résonance avec la problématique de mon audience, vraiment la comprendre, vraiment être empathique avec elle et euh, j'ai envie de dire faire tomber un peu le marketing bullshit, tu vois, mais vraiment se dire, ok, voilà les peurs que tu as, voilà ce que tu peux faire, voilà le pont entre les deux, et si tu veux, je peux t'y aider. Si tu veux pas, ben, c'est pas grave, trace ta Ouais. route, quoi. Mais tu vois, ce côté un peu, je sais pas, que on va vraiment remettre de l'humain un peu à l'intérieur de tout ça. Alors, Ouais. il y a de multiples manières d'y arriver, mais en tout cas, c'est mon avis, je trouve, pour sortir du lot, justement. Non? Bah, si je dois résumer à ça, je dirais que le marketing, enfin l'authenticité, l'unicité, donc marketing authentique, mais surtout l'authenticité de la personne, l'unicité fait une différence. Tu disais il y a 2 secondes, effectivement, les gens ont l'impression de répéter ou en tout cas ce qu'ils vont aborder, ça a déjà été abordé des millions de fois. Ouais, Mm. sauf que on peut prendre tous les deux le même sujet et on peut avoir des avis divergents
et ou une pédagogie différente sur l'approche du sujet. Donc finalement, non, le sujet peut être abordé plein de fois différemment. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui quand même, c'est effectivement l'unicité, l'authenticité de la personne. Déjà, Mm, pour moi, c'est un événement, c'est un phénomène de différenciation déjà. Donc mm. là-dessus, et ça, malheureusement d'ailleurs, l'IA ne peut pas te copier ça. Pour moi, c'est un domaine dans lequel il faut aller de plus en plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, je rajouterais, bon, pour les personnes qui se disent, ouais, d'accord les gars, mais comment je fais pour être unique, authentique, etc. Alors, surtout sur le côté unique, Ouais. moi, la manière dont je l'ai travaillé pour mon entreprise, c'est que je suis partie des choses que j'aime, des valeurs que je défends et de mes compétences, quitte à en développer certaines. Tu vois, c'est Ouais. vraiment, par exemple, Press Effect, c'est le graphisme, la pédagogie, le ludique aussi, la Mm. gamification et un marketing en fait authentique. Tu vois, tu mets tout ça dans un shaker, tu secoues, puis tu as Press Effect. Et je trouve que souvent les personnes quand elles, on l'a vécu d'ailleurs en immersion ensemble, Oui. c'est qu'elles ont un métier, elles adorent faire leur métier, mais elles oublient en fait comment relier leur personnalité et les petits bouts, qui leur est propre en fait, de compétences, d'expériences, de connaissances, qui font que relié à ça, et ben, on a une offre beaucoup plus, ouais, unique en fait. Ouais, ça rejoint un point qui est important, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que dans ce que tu dis, souvent les gens vont penser, je dis les gens, mais ouais, je globalise, mais c'est vrai, enfin, en tout cas ce que je vois, c'est qu'on va quand même s'identifier à tout ce qui se passe chez les autres, concurrence et puis ce qu'il y a sur le marché. Et en fait, je pense que, enfin, j'ai l'impression qu'on se perd. Et à un moment donné, à force de se perdre, on va essayer de faire un marketing, parce qu'on t'a dit de faire du marketing, on t'a dit qu'il fallait vendre, etc. Sauf que la clé pour moi, l'unicité, c'est soit déjà toi. Effectivement, on va sur quelque chose qui t'anime et que tu aimes faire, parce que c'est important aussi, si t'es infopreneur, si on parle de cette thématique-là, c'est aussi pour kiffer et faire quelque chose que tu apprécies sur le web. Et donc, partant de ce postulat-là, c'est important aussi ouais, d'avoir quelque chose qui soit toi, en fait. Donc, s'identifier aux autres, attention à ça, à pas tomber dans ce piège-là. Et ouais, globalement, je rejoins ce que tu dis. Donc, mais ça, tu vois, c'est des ingrédients qui sont importants et je pense de plus en plus importants pour la suite parce que le web évolue énormément. Et tout à l'heure, il y avait une question, effectivement, comment se démarquer, etc. Mais aujourd'hui, dans un masse où il y a masse de formation, bah ça, ce qu'on est en train de dire là, je pense que c'est quand même des éléments à prendre en compte et de plus en plus pour se différencier, pour aussi faire quelque chose qu'on apprécie et puis bah, forcément avoir un business qui tourne aussi. Yes. Mm. Allez, next Allez, question. next, prochaine question. Allez, on est chaud, on y va. Vas-y, petit journaliste. Allez, c'est Merci. parti. Bah, avec grand plaisir. Ouais, c'est bien, il est gentil. Sacré chat GPT, il est mignon. Il est fou. Hein. Ouais, oui. Sacré journaliste. Beaucoup pensent que vendre une formation, c'est juste créer un bon contenu et le poster sur Insta. Qu'est-ce qu'on ne leur dit pas sur le vrai travail qui se cache derrière une offre qui cartonne? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'y cramer? Euh, alors, je vais reprendre la question. C'est mon contenu. Effectivement, c'est assez démocratisé en pensant que via les pubs qu'on peut voir, c'est enfin, créer ta formation. Je dis ça parce que je vois des pubs sur TikTok où je vois des influenceurs en parler. C'est créer ta petite formation, vends-la X milliers de fois et tu deviens millionnaire. Ça, c'est facile, hein, c'est effectivement. C'est mathématique. Mais après, la réalité est plus compliquée. Euh, le vrai derrière, bah, le vrai travail qui se cache derrière une offre, c'est, après on va pas rentrer dans le marketing, mais il y a plein de choses à étudier. C'est déjà d'aller étudier ta cible, effectivement les douleurs, etc. et d'en créer une offre. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que, tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi quelque chose que tu aies une activité qui résonne avec ce que tu as envie de faire, qui te passionne. Quand tu pars sur ce domaine-là, quelque chose qui te passionne, c'est que logiquement tu connais quand même ton sujet. Et normalement, après, tu n'as pas trop de mal d'en parler. Alors, après, ça va être marketing de consolider ton offre. Ça, j'entends, mais sans rentrer là-dedans, je pense que déjà, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, quand on a une histoire avec ça, en général, tu connais quand même ce qu'on appelle les douleurs de ton prospect, mais tu connais en fait les problématiques ou ce que tu pourrais créer comme type de formation. Si tu fais ça, c'est après le moyen qu'on dit d'utiliser le storytelling. Quand tu pars sur un storytelling qui est ta propre histoire, tu as beaucoup plus de facilité à être authentique, unique dans ce que tu vas raconter. Donc je pense que ça fait partie d'un tout. C'est pas uniquement créer une super belle offre irrésistible, etc. Parce que si tu as la foi, et je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, mais si tu as une belle offre, un truc que tu as vraiment conçu marketingment parlant, mais tu te retrouves en webinaire en train de pitcher ça et ça t'anime pas du tout, Mm. l'énergie, on va la sentir direct et tu vas rien vendre, même si ton offre, elle est irrésistible. Donc, tu vois, c'est un tout. Pour moi, c'est quand même globalement ce que la personne a dégagé, la croyance, puis le parcours que tu as, eu au travers dans ce domaine-là, par exemple, dans cette passion-là. Donc, c'est un tout. Je pourrais pas répondre un truc. Pour moi, ça fait partie de plein de choses. Je sais pas si ma réponse, elle est claire ou pas, mais Bah écoute, ouais, je partage aussi ces idées. Alors, derrière une offre qui cartonne, oui, évidemment, il y a tout un package marketing.
Alors, comme tu disais, le côté petite offre, tu le mets en pub, etc. Mm. Et bon, tu vas devenir riche vu le prix des pubs aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bon, tu vas rembourser tes pubs avec une petite offre, voilà, et Ouais. puis tu vas être content. Et surtout, après, nous, notamment, ce qu'on partage à nos clients, c'est comment construire une pyramide d'offres. Parce que c'est la porte d'entrée. Ouais. Si ton offre, elle cartonne, moi, là où je te rejoins, c'est le côté, ça doit répondre à une problématique. Si on part sur la petite formation, ça doit répondre à une problématique super précise, très difficile à régler, ou en tout cas que la personne, en fait, elle l'avait pas vu de cette manière-là. Cette personne-là, elle se dit, oh, tiens, pour une fois, j'entends parler de mon problème de telle et Mm. telle manière. Et là, il y a quelqu'un qui peut potentiellement le résoudre. Après, c'est amener la personne sur un travail un peu plus en profondeur, s'il y a besoin et si elle en a envie. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas se cramer? Justement, c'est ça, en fait, c'est aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai une petite offre de formation, par exemple, et comment je vais aller plus loin avec les personnes pour rentabiliser déjà, ne serait-ce que son coût d'acquisition, et puis les fidéliser et faire en sorte qu'on les aide véritablement à changer leur vie, ou en tout cas les problématiques qu'ils rencontrent. Ben, il faut que ton prospect perçoive véritablement que tu le comprends. Mm, Je synthétise, mais globalement, c'est ça. mm, Et en fait, tu as déjà mis un pied dans la porte. Donc, si déjà tu es dans ce mood-là, tu as déjà mis un pied dans la porte. Et après, bien sûr, tu peux développer ton marketing. Mais de comprendre la douleur et d'exprimer et que le prospect voit en toi quelqu'un qui va pouvoir l'aider, ça, clairement, déjà, tu marques des points dans la manière de faire une offre irrésistible et d'avoir une formation qui se vende bien. Ça, effectivement, c'est une des clés du succès. Mais ça en fait partie, hein. Et les gens, ils aiment bien. Effectivement, voir qu'en face, on les comprend. Donc, si, encore une fois, tu connais bien ton avatar, etc., ça permet de développer ça. Mm. mm. Et sur une petite offre, j'irai plus loin. Il y a le côté aussi pratique, en fait. Pratique Ouais. de la mise en situation et la mise en action de la personne. C'est-à-dire que Mm. c'est pas le moment de vendre, et ça, souvent, je corrige mes clients sur la création de cette petite offre, parce qu'ils partent souvent sur du théorique ou des choses, voilà, que en gros tu peux avoir sur YouTube gratos, tu vois, Ouais. mais plutôt, en fait, comment je vais aider la personne à le mettre en action, en fait, le faire qu'elle va passer au changement actif, plutôt que de se dire, ok, j'ai acheté là, une formation et puis j'y reviendrai plus tard, tu vois, un peu comme un bouquin, tu rentres dans une bibliothèque, tu as toujours l'impression d'être hyper intelligent parce que tu te dis, waouh, tous les bouquins, c'est comme s'ils avaient infusé dans ma tête, et en fait, pas du tout. Pour ça, il faut les ouvrir et tourner les pages et apprendre à lire. Bon, ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec Romain, mais, Tout à fait. du coup, non, mais c'est vrai, souvent les gens achètent une petite formation où la manière dont c'est vendu et décrit, ce n'est pas assez passage à l'action, ce qui fait que la personne se dit, oui, j'y reviendrai plus tard pour comprendre, Mm. etc. En gros, l'univers théorique de ce qui est enseigné. Alors Ouais. que si on tourne ça de manière marketing, et qu'on parle directement de, OK, en quelques Mm. heures, quelques jours, eh bien, tu vas pouvoir, en faisant ci, ça, avoir un changement. Faut que ce soit rapidement actionnable et qu'il y ait des Ouais, résultats assez rapides. Tout à l'heure, tu parlais de quick ouais, win. c'est ça. Effectivement, il faut que la personne, petite formation, grosse formation, mais pour les petites formations, c'est vrai que dès que c'est actionnable rapidement, c'est entre guillemets facile à mettre en place. Mais Mm, si en plus la personne, elle voit des résultats rapides dans la résolution de son problème qu'elle venait chercher en achetant ta formation, c'est clair que tu marques énormément de points. Donc, ouais, il faut contrebalancer là-dessus pour que tu aies juste un équilibre entre cette petite formation qui peut être un tremplin, effectivement, pour l'amener sur d'autres programmes, d'autres produits que tu pourrais avoir. Mm. mm. On en refait une dernière ou on s'arrête là? Allez, je suis chaud, une dernière, allez. Allez, une dernière, parce Allez, qu'on est soyons curieux. fous. Soyons fous. Soyons fous. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Super. Ah, Et on bah, enchaîne. super, on enchaîne. Tu vois, même ChatGPT, il veut qu'on enchaîne. Entre les promesses de revenus passifs et la réalité du tunnel de vente, où se situe, selon vous, le vrai levier de réussite en infoprenariat? Autrement dit, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et les autres? Vous avez 3 heures. Ouais, alors là, on pourrait faire une disserte, clairement, ouais. Parce qu'il y a plein d'angles. Euh, Il y a un truc auquel je pense. Ouais, on va parler. J'aime pas les revenus passifs parce que ça enchaîne. Enfin, ça veut pas dire que ça tombe tout seul non plus. C'est quand même soit le fruit du travail de quelque chose, soit effectivement, ça peut être un truc en bourse, etc. Mais on n'en est pas là. Il y a un mot qui me revient quand même beaucoup, qui va
qui pour moi répond au fait entre ceux qui réussissent et les autres. Après, c'est pareil, où est-ce qu'on met le curseur de la réussite? Est-ce que c'est Mm. gagner 500 balles et d'élever des chèvres au fond du Larzac était bien, ou alors c'est de gagner 1 million et d'être à Dubaï? Ça dépend de la réussite de chacun. Sauf que quand même, il y a le point commun entre tout ça, c'est la régularité et la persévérance. Ça paraît très bateau, mais alors j'ai vu tellement, mais tellement de gens qui avaient peut-être certainement un très bon produit et qui étaient peut-être même des belles personnes, mais qui ont finalement pas continué et qui finalement se sont perdus en vol parce qu'elles n'ont rien fait de plus. Donc aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup de bruit, donc sur Internet, il y a énormément de gens, énormément de concurrents et de personnes qui ont compris qu'ils pouvaient créer des formations en ligne. Celui qui sort du lot, c'est effectivement celui qui va se créer son audience et qui va ouais, créer l'audience, mais c'est aussi celui qui va véritablement être résilient et surtout être persévérant. Persévérance, c'est continuellement mettre des actions en place tous les jours, tout le temps, même quand tu n'as pas envie. Et ça, pour moi, ça fait partie de la réussite. Je pense qu'il y a plein d'autres ingrédients. Mais si on doit comparer entre ceux qui réussissent, enfin, moi, ce que je vois avec un recul extérieur, ceux qui réussissent et les autres, qui échouent, en tout cas qui n'arrivent pas là où ils voudraient être, c'est vraiment la persévérance qui fait la différence. Persévérance aussi bien sur la création de contenu, persévérance sur la pertinence de l'offre, persévérance sur les publicités qu'ils peuvent mettre en place. Il y a plein de choses. Et ce mot-là, pour moi, c'est un mot qui se connecte avec vraiment tous les ingrédients pour mener les infopreneurs ou les entrepreneurs à leur réussite. Mm. Et je rajouterai le mot patience, Ah dont ouais, je suis c'est vrai. complètement dépourvue. Et D'accord. non, mais là, franchement, enfin, l'entrepreneuriat en général m'a appris la patience, quoi. Ouais. Enfin, je trouve, et je le vois aussi, hein, toutes les personnes qui, bon, évidemment, la persévérance va avec, Mm. parce que la patience, enfin, la persévérance, c'est la patience de voir les résultats tomber à un moment donné parce que ben, tu y as mis du tien, tu y as mis des efforts, tu y as mis de l'apprentissage, tu y as mis du cœur, et puis tu t'es Mm. bien cassé la gueule aussi, et tu t'es relevé, et tu vois, toutes ces actions. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a parfois cette impatience de se dire, OK, ben, et on part un peu aussi des questions qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté Eldorado. Ou même moi, hein, j'avoue, hein, je suis tombée dedans hein, quand j'ai lancé mon entreprise. L'infoprenariat, c'était pas vraiment l'idée de départ. Ouais. D'accord. Pas du tout, même. Je savais même pas que ça existait et qu'on pouvait même en faire un business. Mais du coup, c'est ce qui. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. En quelques mois, je vais être, je vais être pleine aux as. Et puis, je vais travailler 2 jours par semaine et ça va être réglé. Parfait. Finito basta, à la retraite au bout d'un an et on n'en parle plus. Parfait. Beau chemin de vie, nickel. Trop Mais facile. mais la réalité, c'est pas passé comme ça. Sauf que la réalité fait que, bah, Mm. en fait, autour de l'infoprenariat, qui est le fait de digitaliser des choses pour voilà, éviter de trop les répéter ou ce genre de Mm. choses, c'est que bah, il y a énormément de compétences qu'il faut développer, tout entrepreneur, quoi. Ouais. C'est bien marketing que prise de parole, que échanger avec les clients, comment pas se faire bouffer par nos clients, comment faire en sorte de poser le cadre, ne serait-ce que ça. Moi qui suis Clair. hyper empathique et hyper généreuse, je vais dire, j'ai appris de ces erreurs. Et voilà, mais il fallait que je passe par là. Personne peut t'enseigner ça, véritablement. Enfin, tu vois, Non, il y a je des pense que choses personne. qui prennent du temps, en fait. Donc, c'est la patience. Pour moi, c'est vraiment la patience Ouais, d'acquérir toutes ces compétences. bah, on va résumer la patience et la persévérance. C'est vrai que c'est deux ingrédients clés quand même qui vont être nécessaires pour la réussite. Encore une fois, ça dépend où tu mets le curseur de réussite, mais globalement, si tu veux te lancer sur un business en ligne type infopreneur, euh, c'est vrai que ça va être ben, deux éléments parmi d'autres importants. Mais si tu veux te démarquer, si tu veux réussir à générer de l'argent, à vivre aussi de ton activité sur le web, ces deux mots-là, patience et persévérance, il faut en tenir compte. Hmm. Faut se les graver. Faut s'en faire des tatouages. Exactement, vous voulez Tu tatouer te où mets vous ça dans voulez. le creux de la main. Exactement, sur le front où vous voulez, mais faut vraiment le mettre comme mantra. C'est important de se le rappeler chaque jour. Parce qu'encore une fois, l'infoprenariat, donc plus globalement l'entrepreneuriat, c'est quand même un chemin parsemé parfois d'embûches, hein. Tout n'est pas, encore une fois, tout linéaire, tout facile comme on peut le vendre. Donc faut être armé de ça. Hmm. Merci pour vos réponses cash et sans filtre. On retient que l'infoprenariat, c'est pas juste une pub sur Insta et des revenus pendant qu'on sirote un jus à Bali. Entre technique, posture et vraie intention, vous avez remis les pendules à l'heure. Merci Isabelle, merci Romain. Mm. Eh ben, écoute, je te Écoute, remercie, Romain, pour cet plaisir. échange et d'avoir parlé de ce sujet qui nous tient à cœur tous les deux, qui est celui d'accompagner des personnes Mm. dans ce beau chemin, mais qui est parfois semé d'embûches. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter?
Je voudrais remercier, non, ouais, Ma non, non, mère, pour la m'avoir mis famille. au monde. C'est ça. Non, un peu de sérieux. Non, non, j'aime bien, c'est bien. Enfin, les questions étaient pertinentes finalement de tourner autour de l'infoprenariat. Je pense qu'on a dit plutôt des choses pertinentes pour ceux qui peuvent nous écouter, qui aimeraient se lancer ou même qui ont déjà une activité mais qui vivotent un peu ou qui veulent développer. Donc, écoutez bien attentivement ce qu'on a dit. Mais c'était très intéressant d'échanger sur ce sujet avec toi parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche aussi. Et puis, si on peut inculquer, mais surtout aussi transmettre un peu un savoir, parce que c'est ce qu'on a dit là, c'est quand même le fruit d'expériences, d'échecs, de réussites et de quelques années derrière nous d'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça chouette de partager. Ouais. Donc, merci pour ce moment d'échange. Chouette. Et bien pour toutes les personnes qui ont suivi cet échange jusqu'au bout, et bien vous retrouverez dans la description de cet épisode le lien pour recevoir la newsletter de Romain qui vous partage des pépites pour savoir utiliser l'IA comme des pros et aussi un lien pour vous inscrire au prochain challenge des formateurs innovants pour lequel Romain est un de nos partenaires privilégiés. D'accord. Merci à toi Romain. Merci. Belle journée à toutes et tous et à très bientôt. Salut. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt.